C'est une formidable histoire des origines de l'humanité. Au commencement était, une œuvre somme publiée au Lien qui libère. Les auteurs David Graeber, fameux auteur des Bullshit Jobs, décédé en 2020, et David Wengrow, archéologue et professeur à l'University College de Londres. Une histoire donc de l'humanité qui remet en cause une version monolithique de l'évolution des sapiens. Non, l'agriculture n'a pas forcément entraîné la civilisation. Non, la civilisation n'a pas forcément provoqué la propriété privée. Et non, la suite logique n'a pas forcément été la mise en place d'un État centralisé. Merci David Wengrow d'être avec nous. Vous avez mis, je crois, 10 ans à écrire ce livre avec David Graeber et vous aviez au départ envie de vous amuser intellectuellement. Mais avant cette phase ludique, est-ce que vous aviez déjà un agacement sur la façon dont on racontait les origines de l'humanité, justement? Eh bien, ce qu'on fait dans le livre, c'est d'amener une accumulation de recherches qui se sont produites au cours des 2 ou 3 dernières décennies de tous les coins du monde. Et si vous regardez ces éléments isolément, ce n'est pas très clair ce que cela veut dire. Mais quand on met toutes ces découvertes ensemble, et à nos yeux, lorsqu'on le fait, ce qu'on commence à voir, c'est véritablement quelque chose qui est une révolution copernicienne dans notre compréhension de l'histoire de notre espèce. Mais bien sûr, être capable de le reconnaître exige plus que de mettre ensemble les données. Il faut aussi repenser certaines bases et certains concepts fondamentaux. Et c'est ce que vous soulignez dans votre livre, c'est qu'on a tiré donc de grandes généralités de l'histoire humaine à partir de quelques exemples en Mésopotamie ou ailleurs. Vous dites, on ne savait pas comment fonctionnaient forcément ceux qui n'étaient pas dans cette zone et que la révolution agricole, par exemple, qui aurait entraîné donc la civilisation, n'a pas eu lieu d'un coup, mais sur un temps très long. C'est un bon exemple. Si on remonte dans le temps, 40, 50 ans, on avait une image assez simple de l'évolution des sociétés humaines. On pensait à l'époque que l'agriculture était née dans quelques endroits seulement sur Terre. Et ensuite, de ces endroits, ça a mené de façon quasi automatique à la naissance des villes, des États, des monarchies et des sociétés hautement inégalitaires. L'image que nous avons aujourd'hui est totalement différente. Les scientifiques peuvent maintenant identifier au moins 15 centres indépendants de domestication des animaux et de plantation, éparpillés sur tous les continents. Et beaucoup de ces endroits n'avaient pas de villes ou de royaumes. Et l'ancienne Mésopotamie, comme vous avez bien dit, qu'on a toujours considéré comme le berceau des villes, apparaît maintenant comme un des lieux, parmi beaucoup d'autres, où il y a eu des cités très très tôt dans nos preuves archéologiques. Même dans des lieux où personne ne regardait précédemment, ça s'est produit comme ça. Vous remettez en cause aussi la notion des chasseurs-cueilleurs, soit décrite comme une société idéale, sans inégalité, soit comme différents groupes en concurrence, d'où aurait découlé la violence. Vous dites qu'il y a beaucoup plus d'originalité dans ces groupes, des groupes dotés de conscience politique et qui pouvaient imaginer une forme d'organisation sociale adaptée aux circonstances. Oui, ça en dit beaucoup, je pense. On peut toujours se poser des questions sur les chasseurs-cueilleurs, comme si c'était une réalité. On parle ici de quelque chose comme 200 000 années de l'histoire de l'humanité. Et ce ne serait pas surprenant si les humains d'autrefois, avec un corps comme le nôtre et des cerveaux comme le nôtre, ça serait étonnant qu'ils fassent la même chose et tout le monde fasse la même chose. Donc il y a eu des arrangements sociaux différents selon notre recherche. Et ce que nous voyons, c'est des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus diverses, beaucoup plus compliquées comme image de la société humaine avant l'agriculture. Et il y a un chapitre justement qui pose cette question et qui revient sur ces chasseurs-cueilleurs. Pourquoi les cueilleurs du Canada, par exemple, avaient des esclaves et pas leurs voisins de Californie? Donc il y avait de l'originalité dans ces organisations-là. Oui, c'est un cas véritablement fascinant. Nous avons 2 groupes de sociétés non agricoles qui se livrent par exemple à la chasse, à la cueillette, à la pêche, vivant
loin l'une de l'autre, donc en Colombie-Britannique et en Californie. Dans le Nord, traditionnellement, les sociétés indigènes vivaient dans des arrangements très hiérarchiques, avec des nobles, des aristocrates en haut et des esclaves tout à fait en bas de l'échelle. Mais leurs voisins, certains qui venaient de la même région, eh bien c'est exactement l'inverse. Ils rejetaient l'esclavage et ils mettaient un accent énorme sur le travail. Ils étaient comparés même aux protestants d'Europe. Alors comment est-ce qu'on arrive à deux sociétés qui sont supposées être semblables, ce sont tous des chasseurs-cueilleurs, mais qui sont complètement différents sur des systèmes moraux et politiques? C'est une toute nouvelle histoire que nous découvrons. Ce qui est important aussi pour vous, donc, c'est de démontrer que ces sociétés humaines, depuis leur origine, avaient leur libre arbitre, en fait, clairement. Nous sommes à l'opposé de l'idée que toutes les sociétés étaient égalitaires ou uniques, mais il y avait certaines formes de liberté sociale qui étaient supposées être acquises dans beaucoup de sociétés jusqu'à présent, comme simplement la liberté de se déplacer, c'est-à-dire de se déraciner, vous, votre famille, votre groupe de langue, et d'aller vous installer ailleurs. Et vous espériez recevoir l'hospitalité là où vous arriviez. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très controversé et qui semblait aller de soi pendant la plus grande partie de l'histoire. Et vous fondez aussi sur votre justement formation d'archéologue en citant des exemples. Par exemple, ces tombes princières qu'on retrouve un peu partout, notamment en Dordogne, et qui montrent bien qu'il y avait des organisations sociales chez les chasseurs-cueilleurs. Yes. Oui, c'est les premières preuves que nous ayons eues pour les arrangements des chasseurs-cueilleurs sur le continent européen. Et ce n'est pas ce que les gens attendaient à trouver. Ils espéraient trouver des petites sociétés égalitaires, réduites. Et puis là, on a ces tombes, pas simplement en Dordogne, mais jusque l'Europe centrale, jusqu'en Russie, où des individus étaient enterrés comme des rois et des reines, avec beaucoup de richesses, des joyaux, des ornements, des armes dans les tombes, à une période où on n'a pas beaucoup d'autres preuves de société hiérarchique. Donc, ça pose la question immédiatement, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur vie rituelle qui ne correspond pas à leur vie quotidienne? Merci David Waingro. Je conseille donc la lecture de votre livre, Au commencement été, que vous avez donc coécrit avec le regretté David Graeber, une nouvelle histoire de l'humanité aux liens qui libèrent. Merci d'être passé sur le plateau de TV5 Monde. Merci de m'avoir invité.